Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur The Trick Play Podcast pour un nouvel épisode de Pendant ce temps dans le Group of Five, un épisode qui n'a jamais aussi bien porté son nom, tant on a l'impression qu'il s'est passé plein de trucs dans le Power Force cette semaine, et un petit peu moins dans le Group of Five, mais on va quand même vous parler des quelques matchs qui se sont déroulés. Je suis en compagnie de Celos qui est avec moi ce soir. Bonjour Celos, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Voilà, c'est Los aussi connu sous le nom de Geoffrey. Qui est. On est là tous les deux ce soir donc pour débriefer un petit peu ce qui s'est passé dans le groupe of five pendant cette week 6. Une week 6 où il s'est passé beaucoup de choses au final, mais pas trop dans le groupe of five. Je sais pas si tu as pu voir beaucoup de matchs ce week-end, mais moi j'avoue que une grosse partie de ma soirée finalement a été prise par le Vanderbilt Alabama, qui n'était pas forcément prévu au programme. Ça c'était vraiment un match kiffant à regarder. Et toi du coup, t'as pu regarder quelques matchs? Alors moi j'étais à un mariage ce week-end et du coup j'ai rattrapé dimanche soir le match de Texas A&M déjà dans le premier temps et après du coup j'ai rattrapé le match d'Alabama Vanderbilt parce que forcément vu le match que c'était fallait le voir et puis après j'ai regardé quelques résumés du groupe of five parce qu'il ne s'est pas passé des masses de choses. Non, effectivement, il s'est pas passé énormément de choses. Mais bon, on va faire un petit débrief rapidement quand même. C'est l'occasion de le faire. Je te propose de commencer par l'américaine. Comme d'habitude, on va commencer avec l'American Athletic Ouais, ça marche. Conference. Une conférence où il y avait 5 matchs ce week-end, hein, pas beaucoup de matchs dans chaque conférence, il y avait beaucoup d'équipes qui étaient en bye week. Et on va commencer par on va commencer par les académies militaires, si tu veux bien. Army et Navy, qu'est-ce qui s'est passé pour eux ce week-end? Est-ce que la domination continue pour les équipes militaires? Eh ben, Army et Navy, elles ont toutes les deux remporté leur match assez facilement, hein. Navy a battu Air Force dans le match de rivalité 34-7. Donc là-dessus, rien à dire. Blake Horvat, le QB, qui fait un match à 115 yards et 2 TD Ouais, au gros match sol et encore. 134 yards à la passe, hein. Donc ça, c'est toujours solide. Army, de leur côté, ils ont explosé Tulsa 49-7. Avec Bryson Daly qui envoie 140 yards et 2 touchdowns à la passe, et leur running back Udo qui fait 137 yards et 2 touchdowns en 6 portées. Et il y a aussi le running back receveur Noah Short qui fait 120 yards et 2 TD en 3 réceptions. Donc voilà, Army a explosé Tulsa. Et Army, en plus de ça, continue à être une des meilleures défenses du pays parce qu'en 5 matchs, ils ont encaissé que 49 points, donc moins de 10 points par match. Donc là-dessus, Army continue son très bon début de saison. Ouais, la bonne vieille recette, hein, du côté d'Army, de la course et une grosse défense. J'ai l'impression qu'ils ont scoré. Moi, j'avais commencé à regarder un petit peu Navy Army à 18h, mais je suis vite passé sur d'autres matchs parce que la domination a été très rapidement totale du côté des deux équipes. Army est très impressionnante. Bon, Navy aussi, hein, les deux équipes sont très impressionnantes honnêtement et chaque semaine elles continuent à nous surprendre et maintenant on commence de plus en plus à rêver d'un America's Game en finale de conférence de l'American Athletic Conference. Ce serait beau. Du côté de Navy, bah voilà, ils ont explosé Air Force et on parle un petit peu d'Air Force en même temps. On n'en parlera pas pour la Mountain West, on va en parler maintenant. Air Force, par contre, bah, je pense que ils doivent être un petit peu tristes de voir la qualité de la saison de leurs deux rivaux militaires et eux, c'est plus compliqué. Une seule victoire et 4 défaites pour eux. C'est plus compliqué pour eux. Ouais, le contre-coup de leur saison de l'an passé où ils ont perdu énormément de titulaires, hein, ça c'est un peu le problème avec les académies, c'est que les mecs qui sont là, ils font 4 saisons et des fois, tu as des classes de seniors qui fonctionnent tout en même temps et c'est là où tu fais des grosses saisons.
avec quelques juniors, quelques sophomores, mais globalement, voilà. Et puis, au bout de 4 ans, les mecs, ils sont diplômés et ils vont servir Ils vont les servir la différentes nation. forces. Et du coup, il y a un turnover assez important. Et voilà. C'est vrai que c'est dommage que Air Force soit en Ouais, dedans. les Air Force, au début, Ça aurait été beau d'avoir les 3 très très forts. Mais on a l'impression que les 3 très forts en même temps, de mon expérience de suiveur du college football, j'ai pas le souvenir d'avoir vu les 3 équipes très fortes en même temps. Il y en a toujours une ou deux. Il y a toujours une des 3 malheureusement où c'est plus compliqué, mais ouais, comme tu dis effectivement, c'est pas les mêmes c'est pas le même fonctionnement que dans les autres universités. C'est pas la même qualité de recrutement quand les joueurs vont dans les académies militaires. C'est pour le football, mais pas que quoi. Donc il y a pas le même rapport avec la pratique du football dans ces académies militaires que dans les autres universités. et notamment sur C'est clair. Et puis du côté de Tulsa, ça va être notamment compliqué. sur les lignes. Ouais, sur les lignes, ouais. Bah, parce qu'ils peuvent pas recruter des gros Tulsa, ça va être très linemen. compliqué. Ouais, les Tulsa, ça va être académies, ils compliqué. ont. Bah, vas-y, tu veux dire sur les linemen, vas-y. Oui, non, mais sur les lignes, je voulais dire, ils peuvent pas recruter de mecs qui font 300 pounds, hein, donc Oui, parce que c'est beaucoup plus compliqué pour eux. sur Ils le peuvent champ de pas avoir bataille des derrière, mecs c'est. de 2 mètres 130 kilos, ça n'existe pas. Et ouais, ouais, parce qu'après, c'est des soldats. C'est vrai que Ouais. des soldats de cette taille et de ce poids, c'est rare. Ça existe quasiment pas. Et oui, et puis Tulsa, pour terminer, j'ai peur que ça devienne le paillasson de l'américaine. Tulsa se fait écraser. Ça fait 2 matchs qu'ils viennent de jouer. Ils se sont fait écraser par, je crois que c'était par Navy d'ailleurs la semaine dernière. Et là, cette semaine encore, ils se sont fait. Non, c'était North Texas qui les avait écrasés la semaine dernière. Et là, contre Army, compliqué aussi. Là, pour Tulsa, c'est compliqué. Il y avait un autre match aussi à 18h. C'était Tulane qui se déplaçait à UAB University of Alabama in Birmingham. Ça a été un carnage, dans tous les sens du terme. C'est compliqué pour les Blazers cette saison dans un programme qui vraiment, j'ai l'impression, ne sait plus trop où il va. C'était vraiment triste comme match. Victoire 71-20 de la Green Wave. Et le match a été terminé dès le premier quart-temps. Il y avait 20-6 au bout d'un quart-temps, 17-0 dans le deuxième quart-temps, donc puis après 20-0 dans le troisième, puis 14-14 dans le quatrième. Bref, ça a donné un score vierge, un score large, pardon, très très large, et un stade quasiment vide très rapidement. UAB, programme en perdition, qui avait, il me semble, perdu aussi pas mal de joueurs, et notamment dans le coaching, et aussi du côté du coaching staff. Donc c'est compliqué pour les Blazers. Et le coach de plus en plus en danger d'ailleurs, le Avec coach de UAB. Tulane qui a un jeu. Ouais. Tulane qui a un jeu au sol qui a absolument dominé les Blazers, parce qu'ils envoient 317 yards et 6 touchdowns sur ce match. Donc ils n'ont même pas eu besoin de lancer la passe. Darian Mensah qui envoie une passe et Ty Thompson qui en envoie une aussi, mais ils n'ont vraiment pas eu besoin de forcer du tout de ce côté-là. Plus 3 interceptions, dont une retournée en touchdown, un touchdown sur un retour de kick, enfin la totale. Ouais. Quoi. À 18h, quand le slate avait commencé, je tournais entre les 3 matchs là et puis avec le Missouri-Tennessee sur un deuxième écran, Missouri-Texas A&M, pardon, sur un deuxième écran. Au final, les 4 matchs, je suis rapidement passé sur d'autres matchs parce que les 4 matchs ont été pliés très vite. Et Tulane, 4-2, mine de rien, 4-2. Et quand ils sont contre des adversaires, on va dire de leur acabit ou inférieur, il n'y a pas de discussion, ils les détruisent. Et Tulane va être à surveiller dans l'américaine. Ça va être vraiment intéressant de voir si le Green Wave était annoncé comme un des favoris pour le titre, et c'est assez cool de voir que ils répondent présent au niveau de la conférence. Il y a eu d'autres matchs aussi. East Carolina qui a perdu contre Charlotte 55-24 dans le match de la rivalité de l'État de Caroline entre deux
Bon, il y a tellement de programmes en Caroline, en Caroline du Sud et Caroline du Nord, mais voilà, deux programmes de la Caroline du Nord, si je dis pas de bêtises, qui se sont affrontés. Victoire donc des 49ers de Charlotte 55-24. Il y aura au moins une équipe 49ers qui aura gagné ce week-end. Et un très bon match notamment du running back de Charlotte, Ashon Wilson, qui a réalisé 164 yards et 3 touchdowns. Et puis le dernier match, Yukon contre Temple. Yukon qui n'est pas dans l'américaine, mais Temple y était, y est dans cette conférence. Et raconte-nous un peu comment s'est passé la fin de match. Vous avez peut-être dû voir la fin de match passer sur Twitter. C'était assez comique. Ouais, Yukon qui était en first and goal à 2-3 yards de la end zone, Temple. qui envoie une course. Temple, oui, pardon, qui envoie une course. Qui envoie une course, fumble, recouvert par les Huskies, et le joueur des Huskies qui traverse le terrain pour marquer un TD alors que le chrono se termine. 29-0 pour Yukon, donc les indépendants du group of five, hein, qui sont à 4-2, donc un bol pour les champions universitaires de basket semble tout à fait possible. Ouais, c'est possible pour c'est carrément possible pour Yukon parce qu'ils ont encore UAB et Massachusetts dans leur calendrier. Donc franchement et Georgia State aussi, Rice également. Non, franchement c'est possible pour Yukon d'aller en et Rice aussi, hein, qui est pas bon, donc c'est jouable. Hein. C'est vraiment jouable. Ils n'ont plus que deux victoires à chercher. Par contre pour Temple, le bowl s'éloigne, hein, ils sont en 1-5. Et eux aussi risquent d'être un des paillassons de la conférence cette année. Voilà pour l'American. Il n'y avait que 5 matchs. Memphis, South Florida, UTSA et compagnie étaient en bye week, mais reviendront ce week-end. On va faire un petit détour par la Pac-12 rapidos. On parle un peu de la Pac-12. Je dis la Pac-12, bon, c'est plus la Pac-2 maintenant. Avec Oregon State qui recevait Colorado State, et ça a été un match assez cool franchement, puisqu'il s'est terminé en prolongation ce match. Les Beavers avaient égalisé à 20 secondes de la fin sur un field goal et ils battent Colorado State en overtime 39-31. Oregon State s'évite une défaite qui aurait été un petit peu comment je pourrais qualifier ça, pas humiliante, mais Colorado State est clairement pas dans le meilleur début de saison de son histoire, et même assez loin de ce qu'on aurait pu imaginer pour eux. Et c'est vrai que ça aurait été un petit peu perturbant pour les Beavers de perdre chez eux à la maison face à une équipe comme Colorado State. Ouais. Ils ont quand même eu un début de calendrier particulièrement difficile, hein, parce qu'ils ont commencé la saison par Texas. Bon, ils se sont fait exploser. Après, Northern Colorado, ils ont gagné, mais voilà. Ensuite, ils ont affronté Colorado, qui semble tout à fait correct, hein, cette année. Hein. Il n'y a pas qui risque d'aller chercher un bowl en Big 12. Ils ont affronté UTEP qui sont pas bons. Et là, ils ont affronté Oregon State qui sans être exceptionnel, ils sont à 4-1, les Beavers, donc c'est une bonne équipe. Donc ils ont quand même eu un début de calendrier particulièrement difficile, et ils pourraient se ressaisir et aller accrocher un bol sur la suite du calendrier en Mountain West, hein, surtout qu'ils n'ont pas Boise State, ils n'ont pas UNLV, donc il y a de la place. Il y a de la place. Maintenant, c'est vrai que moi je m'attendais peut-être à qu'ils soient un peu plus accrocheurs sur Colorado notamment. Mais bon, après voilà, les Rams ont fait un bon match quand même à Oregon State, et les Beavers, eux, une seule défaite pour l'instant dans cette saison, c'était contre Oregon, donc on va dire que tout se passe comme prévu pour les Beavers. À noter le bon match du receveur de Colorado State, Horton, 9 réceptions, 158 yards. Il faisait partie de ces joueurs en vue dans le groupe of 5 en début de saison. Et il nous fait un très beau match, puisqu'il a doublé ses stats, tout simplement, par rapport au début de saison. Oui, il a été gêné par des blessures. Hein. Ouais.
que là, il est de Au début de retour. saison, il a été blessé, donc c'est pour ça qu'il... Du coup, Fowler Nicolisi, le quarterback de assez content de récupérer sa cible favorite de l'année dernière. C'est sûr que ça fait une grosse différence pour une équipe comme les Rams. On va voir du coup les Rams peut-être. Pour la suite de la Mountain West. Ouais, vas-y, je te laisse développer pour la Mountain West parce qu'au final, le match le plus important de la semaine, il s'est joué en Mountain West pour le groupe A5. Oui, il s'est joué dans la nuit de jeudi à vendredi. UNLV qui affrontait Syracuse à domicile, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était à Las Vegas, ouais. Oui, c'est ça. C'était à Las Vegas et les Orangemen qui l'emportent 44-41 sur là aussi sur en overtime, sur une décision arbitrale un peu. Oui. Enfin, je sais qu'il y a eu un problème d'arbitrage, j'ai pas vu le match, mais sur une décision arbitrale un peu douteuse. Donc là aussi, le mauvais arbitrage vient influer des résultats importants parce que UNLV faisait un très bon début de saison. Ils étaient classés, ils étaient tout à fait en course pour les playoffs. Et là, ça vient entacher leur CV pour bilan, cette place en playoff et c'est bien dommage. Ouais, effectivement, en plus c'était un match vraiment incroyable, un match en montagne russe, Syracuse qui mène rapidement 14-0 dans le premier quart-temps. UNLV va marquer 3 touchdowns de suite avec notamment un punt. Alors c'est pas vraiment un block punt parce que le punter n'a pas, en fait, le punter n'a pas pu taper son punt de Syracuse parce qu'il y a une pression de fou de Ricky White qui a fait un très très gros match. Ricky White, on parlera de ses stats après, mais je finis de parler de cette action. En fait, Ricky White met une grosse pression sur le punter qui ne peut pas dégager, qui est obligé de jouer de la course, sauf qu'il n'arrive pas à obtenir la première tentative parce que elle est trop loin. Et du coup, UNLV récupère la balle très proche de la end zone de Syracuse. Ça a permis à UNLV de récupérer le momentum. Mais Syracuse ne s'est pas laissé faire et a même réussi à reprendre 10 points d'avance après la mi-temps. Et là, il y a eu un nouveau punt bloqué, cette fois-ci vraiment bloqué par Ricky White qui a réussi à retourner le ballon en touchdown. UNLV va même mener 38-31 avant de se faire égaliser à 23 secondes de la fin du match. Donc vraiment UNLV s'est battu dans ce match, a été très combatif, n'a jamais rien lâché. Et c'est dommage parce que quand on voit l'enchaînement qu'ils avaient réussi à faire dans le second quart-temps, c'est dommage de s'être un petit peu relâché derrière, mais bon, c'est des choses qui arrivent aussi en football, on sait que c'est un sport de momentum. Et effectivement, dans l'overtime, UNLV n'a pu marquer qu'un field goal. Et sur la possession de Syracuse, on était sur une 3e et 20. On arrive à stopper l'attaque puisqu'il y a une passe, la passe du quarterback Kyle McCord arrive pour le running back, mais le running back se fait plaquer assez vite. Je crois que c'est une espèce de checkdown ou une screen. Et il y a un rugging de passeur sur Kyle McCord qui est sifflé. Honnêtement, quand on voit le ralenti, le défenseur arrive vraiment une seconde après la passe. Genre, c'est impossible que le défenseur, en fait, est déjà en train d'initier le mouvement, que McCord est en train de faire sa passe. Et pour moi, le flag est très très sévère parce que le défenseur ne peut plus arrêter son action. Donc bon, ça a permis à Syracuse du coup de ne pas avoir de 4e down à jouer. Et derrière, puisque rugging de passeur, si je dis pas de bêtises, c'est 15 yards et first down. Tu me dis si je dis une bêtise, mais je crois que c'est ça, hein, c'est first down automatique en tout cas. Je me semble que c'est ça. Et du coup, first down automatique, 15 yards d'avance, puis momentum du coup qui revient complètement pour Syracuse. Et derrière, ils ont marqué le touchdown de la victoire. Mais un bon match de UNLV, le receveur Ricky White a fait un très bon match, 10 réceptions, 135 yards, un touchdown et un touchdown sur punt bloqué et il est à l'origine du premier punt qui avait été quasiment bloqué, donc match de Ricky White en special team et en offense très intéressant. Ricky White qui continue à impressionner avec les Rebels, honnêtement. Et Aj Malik Williams, le nouveau quarterback titulaire des Rebels après le départ de Sluka, il a encore fait un bon match, honnêtement. Et il montre que il a vraiment le niveau et la carrure pour remplacer le quarterback, l'ancien quarterback titulaire. Et UNLV a perdu.
Mais franchement, ils ont fait un beau match contre une équipe du Power 5. Ils en ont battu 2 autres cette année, puisqu'ils ont battu Kansas et Houston. Donc oui, c'est une défaite, la première défaite de la saison, mais est-ce qu'on peut dire que c'est une quality loss? Oui, c'est une quality loss, mais c'est quand même une défaite. Et quand il faudra la mettre en comparaison avec la défaite de Boise State si on en arrive à ce point-là, quoi. Contre Oregon, et les Broncos étaient aussi pas loin, sauf que Syracuse, ils vont peut-être finir 16e, dans le bas du top 25, 20e. Mais Oregon, au mieux. Après, Oregon, ça devrait être dans le top 10. Après, ce n'est pas une défaite de conférence. Donc UNLV est encore invaincu en conférence. Oui, mais et s'il remporte la finale de conférence, ils se retrouveront sûrement en finale. Ça, de toute façon, le vainqueur de. Oui, ils s'affrontent, et s'ils se réaffrontent en finale de conférence, le vainqueur de cette finale-là aura l'avantage quoi qu'il arrive sur l'autre, puisque l'autre sera éliminé. Mais effectivement, par contre, c'est avec les autres vainqueurs de conférence que peut-être que ça jouera. Peut-être genre Memphis, si Memphis arrive avec une seule défaite. En plus, la défaite contre Navy prend de plus en plus de points, semaine après semaine, mine de rien. Donc on verra. Mais c'est vrai que UNLV rate une belle occasion, mais rien n'est perdu encore pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont pas out de la course. C'est ça que je veux dire. Et ils ont montré qu'ils en avaient dans le ventre. Pas du tout. On passe à Boise State. Ouais, Boise State les fait la même chose que d'habitude et ça marche. Hein. Tiens, Ashton. Victoire 62-30 contre Utah State. Tiens, Ashton, le ballon. Oh bah tiens, il a traversé le terrain. Ah, c'est... Quel voilà, donc Ashton Gianti, 13 portées, 186 yards, 3 touchdowns. Il a joué qu'une seule mi-temps. Avec ces 186 yards-là, il dépasse donc les 1000 yards en 5 matchs. C'est absolument fou, à plus de 10 yards par portée. Donc il est sur des bases de record, hein, tout simplement. Et en plus de ça, son coaching staff fait attention à lui. Comme vous l'avez dit dans le podcast du Power 5, c'est actuellement le front-runner pour le Heisman. C'est une excellente chose. Ouais, c'est cool, Boise, de toute façon, fait un bon match globalement en attaque, hein, parce que il y a aussi eu un autre touchdown à la course, il y a eu 3 touchdowns à la passe. Donc, plus de yards à la passe qu'à la course. Complet. Et pour une fois, ils ont fait plus de yards à la passe qu'à la course. Ça montre aussi, parce que c'est ce que j'avais dit la semaine dernière, est-ce que Boise peut gagner? Bon, là, ils ont gagné aussi avec Ashton Jeanty, mais est-ce que les autres joueurs peuvent se révéler, notamment le QB? Il a fait un bon match à la passe, les receveurs ont été présents aussi. Ça a bien spread, parce que je crois qu'ils sont plusieurs, il y a plusieurs mecs qui ont réussi à attraper la balle. Enfin, ça a plutôt bien spread au niveau de la réception, puisqu'il y a, que je compte, il y a bien 8-9 joueurs qui ont réussi à catch le ballon plusieurs fois. Et ouais, tu dis Ashton Jeanty en 5 matchs, en réalité en 4, hein, puisqu'il a été sit demi-temps. C'est complètement fou. Et oui, mais c'est pas des mi-temps c'est pas des mi-temps qui va rattraper. C'est ça. Et Utah State, de son côté, Spencer Petras est encore en vie. Il a fait 372 yards et 3 touchdowns. C'est un peu le cache-misère parce que ils prennent 62 à 30. Mais offensivement, Utah State n'a pas fait un mauvais match. C'est vraiment juste défensivement que parce qu'il y a. Non, surtout le receveur Jalen Royals, 9 catch, 211 yards, 2 touchdowns. Hein, donc lui, il fait le match, son meilleur match de la saison et de très loin. Donc il y a des choses en attaque. Après, ils sont à 1-4. C'est compliqué. Ils sont à 1-4. Donc là, c'était leur premier match de conférence. Ils sont à 0-1, mais ça va être compliqué. C'était un futur match de Pac-12, hein, puisque les deux programmes iront en Pac-12 dans 2 ans. Oui.
Il y en a un qui est plus près qui est plus près que l'autre pour aller en Pac-12. Bon, après, on verra le niveau de la Pac-12, c'est sûr. Mais voilà. Ashton Jeanty continue de nous impressionner. Première action du match, 62 yards. Voilà, c'est cadeau. Boise State, la tactique. Et puis j'ai vu aussi une stat là cet après-midi. Il est à 8 yards par portée quand il affronte une défense avec 8 mecs dans la boxe. Donc la boxe, c'est les... Alors si je dis pas de bêtises, hein, c'est la ligne défensive et les linebackers qui sont derrière, c'est le centre du terrain. C'est quand on veut défendre la course, on met des mecs dans la boxe. Bah, quand il y a 8 mecs qui sont prévus pour défendre sur une course, bah, il fait 8 yards par portée. Il a été 30 fois face à 8 mecs dans la boxe et pourtant il a 8 yards par portée. Enfin, c'est délirant. Il casse un nombre de plaquages, c'est affolant. Ouais. C'est vraiment. Et puis c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Il y a eu d'autres matchs. On va juste parler des scores rapidement. San Jose State l'emporte 35-31 face à Nevada grâce à un touchdown à 50 secondes de la fin. Et San Diego State l'emporte 27-24 contre Hawaii. On passe à la Mid-American Conference, la conférence des Grands Lacs du nord des États-Unis, qui a eu une semaine tranquille avec seulement 4 matchs. On va parler de Toledo, les Rockets, puisque c'est l'équipe qui nous intéresse le plus dans cette conférence-là en vue d'un ticket pour les playoffs, puisque c'est l'équipe qui serait la mieux placée, en tout cas. C'est celle qui a... La plus susceptible, ouais. Mais on en reparlera, mais d'assez loin. Mais bon, voilà. Toledo qui recevait Miami, Ohio. Une victoire 30-20. Les Rockets ont fait le job en première mi-temps. Ils ont mené rapidement 14-0. C'était rapide, à vrai dire. Derrière, Tucker Gleason, il a un peu commencé à déjouer en lançant 2 interceptions. Ce qui a permis à Miami, Ohio de rester dans le match. Ça aurait dû être une victoire beaucoup plus large, honnêtement, mais voilà, Toledo qui l'emporte donc de 10 points. Ils ont géré leur avance derrière et ils ouvrent leur compteur en MAC avec notamment un très bon match du receveur Jadjuan Newton, 127 yards et un touchdown. Et d'autres matchs aussi, Geoffrey, dans la MAC. Ouais, Bowling Green a affronté Akron. Bowling Green, donc après leur première victoire en conférence, ils gagnent 27-20. Ça fait du bien pour eux. Ça fait du bien pour eux. Baslac qui fait un match correct et encore une fois Harold Fanning Jr. Qui fait 9 catchs et 135 yards. Est-ce que c'est le tight end 1 de la prochaine draft, Fanning Jr. Je sais pas parce qu'il a un petit gabarit pour un tight end. Il est annoncé 6'4", 230 pounds. Souvent en plus, les trucs en université sont un peu exagérés par rapport à ce qu'on va avoir dans les bowls, etc. C'est qu'un junior qui apparaît de shirt. Donc, est-ce qu'il va refaire une année au transfert? Il pourrait transférer une année. Après, le truc, c'est que là, il est déjà à 600 yards. À 600 yards en 5 matchs. Donc, est-ce qu'il va refaire quelque chose d'aussi bien la saison prochaine? C'est pas sûr. Mais ouais, il y a peut-être un petit problème de gabarit. En tout cas, c'est un bon receveur, ça, il n'y a pas de doute. Après, il passera receveur NFL, alors peut-être en NFL. Ah, bah après, il n'a pas non plus des qualités de receveur, quoi. Ouais, parce que tu as des 6'4", 210, 215 pounds qui sont beaucoup plus agiles que lui. Il y en a en NFL, quoi. Donc c'est un peu le à voir. Mais c'est un bon tight end et en plus c'est une position qui est très difficile à juger parce que souvent les tight ends en college football ils sont pas bien développés. Et donc en NFL ça met toujours du temps à arriver. Ils sont pas forcément draftés très haut. Y compris plein de mecs qui sont au top. Travis Kelce, c'est un second tour. Par exemple, Gronk, c'est aussi un second tour, c'est même pas un premier tour. Et Kittle, c'est un 5e tour. Tucker Kraft avec les Packers qui est en train de. C'est un 5e tour aussi. Qui jouait en FCS en plus. Tucker Je crois qu'il était à South Dakota State, ouais.
Il me semble Ouais, qu'il c'est est à ça. ça. Donc, c'est un peu le problème avec la position de tight end. Ouais, c'est Mais une en tout cas, position qui est pas très en vue en college football. À part quand c'est des phénomènes comme ouais, Brock Bowers par exemple, ou Michael Mayer aussi à ouais, mais l'époque. Brock Bowers, ouais, mais Michael Mayer, il l'avait été une saison avant et la saison d'après, il avait été beaucoup moins bon et il avait toujours été drafté haut, mais là, on voit en NFL qu'il Oui, ne montre pas ça, quoi. Et Kyle Pitts qui montre pas ça. Harold Fanning Jr., hein, qui au passage est quatrième en yard à la réception de tout le college football, en n'ayant joué que 5 matchs, alors qu'il y a des équipes qui ont joué 6 matchs. Donc voilà, c'est pour vous placer un peu le bonhomme. l'importance qu'il a dans l'attaque de Bowling Green. Ensuite, en MAC, Western Michigan a gagné 45-42 contre Ball State. Et J'ai pas Northern vu le. Illinois. J'ai pas vu le match non plus, Ouais, mais bon. Et et Northern Northern Illinois, Illinois qui s'impose face à UMass 34-20. une victoire qui Une fait du bien victoire pour Northern logique. Illinois. Parce qu'ils Ouais, avaient ouais. mal digéré la victoire contre Notre-Dame avec 2 défaites de suite. De pas grand chose en plus à chaque fois, hein, parce que NC State ils sont pas loin, Buffalo ils perdent les pieds complètement dans le match. Et là, bon, match intéressant contre Bowling Green la semaine prochaine pour Northern Illinois. Pour les deux équipes, ça va être un match important, hein, pour aller en bowl. Surtout Bowling Green, s'ils le perdent, ils sont à 2-4, ça va commencer à être très Ouais. compliqué. Bowling Green qui avait montré des belles promesses dans ses matchs contre les gros, puisque Penn State et Texas A&M, ils étaient pas si loin que ça. Et derrière, c'est vrai qu'il y a cette défaite contre Old Dominion Ouais, qui... même là, il battait Cron, mais d'un touchdown, quoi. Ouais, Et pas grand Cron, chose. qui pas un bon programme de college football, hein. Ça doit être un des programmes qui, sur les 15 dernières années, a Ah fait le ouais, moins de bowl, hein. Donc, c'est. c'est vrai que c'est un petit programme Akron, hein, pour le coup. C'est compliqué pour eux. Mais bon, Pourtant, la Max, Colorado, ça va être sympa à suivre. En plus, les matchs, les matchs la semaine, non, c'est plutôt en novembre pour la Mac. Mais n'hésitez pas, ouais, hein, la semaine, ben, de vous regarder des matchs des fois, parce qu'en plus, le temps va commencer à devenir de plus en plus pourri. Tu veux, il va commencer à avoir de la neige et tout, ça va commencer à devenir du vrai football à l'ancienne dans cette conférence à chaque fois, moi je trouve. tout à fait. On Eh ben, part on au va passer soleil? à la Sunbelt avec le deuxième match le plus important. On en avait parlé vite fait la semaine dernière. Je pense on l'avait mis parce que c'était le seul match à peu près intéressant sur ce slate-là. Et bon, on peut parler d'upset, hein, je pense. Oui, c'est James Madison n'était pas classé, mais cette victoire de UL Monroe, donc Louisiana Monroe, est un upset entre guillemets, mais franchement, je ne l'avais pas vu venir. Moi non plus, je l'avais pas vu venir. Ils étaient sur un bon début de saison. Bon, ils se sont fait exploser par Texas, mais c'est arrivé à plein de monde cette saison. Ça arrive à des gens bien. C'est vrai que c'est éclaté Euh, par Texas. Ça arrive à tout le monde. Là, ils ont gagné contre James Madison. En plus, c'est une victoire surtout défensive, hein, face à James Madison qui avait collé 70 points à UNC, 50 points la semaine 63. Ouais. ensuite. Ouais, donc une grosse attaque. Et les Warhawks qui les ont complètement muselés et qui s'imposent. D'ailleurs, ULM, la dernière fois qu'ils ont commencé une saison à 4-1, eux aussi, ça fait partie des programmes où ça doit faire bien longtemps. Puis il était considéré en début de saison, quand il y avait le classement de tous les programmes, il était considéré comme le pire programme pendant la pré-saison du college football. Donc c'est une belle revanche pour ce programme-là qui est en 4-1. C'est assez beau. Ouais. Et puis, bah, beau match 2, hein, comme tu dis, match défensif. James Madison qui a rapidement mené 10-0 dans le début du match, mais ils se sont un peu endormis. Il y a eu une interception et derrière, et ils avaient en fait, ils interceptent ULM dès le début du match, donc ça leur permet de mettre 10-0. Et derrière, ULM qui revient dans le match, 2 TD, dont un scoop and score. Donc scoop and score, c'est fumble récupéré en touchdown. ULM qui mène donc 14-13 à la mi-temps. Et derrière, bah, super seconde mi-temps avec des stops en 4e down. Ils ont maintenu James Madison à un seul TD en seconde mi-temps. Et à la fin, ils ont réussi un dernier first down stop pour passer en 4-1. Et Alonzo Barnett, le quarterback de James Madison, n'a pas lancé de touchdown.
C'est la première fois de la saison. Non, c'est la deuxième fois que ça lui arrive cette saison. Mais il restait Et sur là, il 2 fait matchs à 5 touchdowns. Et là, il fait un mauvais match, hein, parce qu'il est à 20 sur 47. Donc, ok, Ouais. il fait 250 yards, mais il est à 20 sur 47. Donc, c'est Il clairement a, pas bon, quoi. il a essayé de bombarder, mais là, ça n'a pas été. Comme quoi, bah, du coup, on peut dire que la défense de UL Monroe est meilleure que la défense de North Carolina. Oui, oui, je pense qu'on peut le dire, oui. Mais en même temps, UNC, ça fait un paquet de saisons qui se traînent les pires défenses du CFB et que ça, c'est un autre débat, hein, mais que Mac Brown est sauvé par le fait qu'il ait eu deux très bons quarterbacks de college football, Drake May Samuel et Drake et May, Samuel, ouais. Samuel, putain. coup C'est quoi sur ça, coup. ça remonte maintenant, Samuel. Donc, ouais, ça remonte, Ouais. mais bah, voilà, il a eu quatre saisons. T'imagines, enfin, il a eu 4 saisons avec des QB qui ont été draftés en NFL. Enfin, c'est du niveau d'Ohio State, c'est du niveau de même Texas. Enfin, Texas, ça fait une éternité qu'ils ont pas eu de QB drafté. C'est clair, c'est Voilà clair. quoi. Et pour revenir à James Madison, bah, c'est gros coup d'arrêt pour eux dans cette saison, première défaite. Et bah, du coup, ça va Les être playoffs, c'est compliqué. compliqué. Ouais, parce que dans la Sun Belt, il faudrait remporter la Sun Belt sans avoir une seule défaite pour espérer discuter avec les gros morceaux du groupe of five. Là, avec cette défaite-là, bah, ils sont en arrière et il va falloir un concours de circonstances pour revenir dans la discussion. Il y a eu Il va un autre falloir match aussi. que UNLV et Boise State se cannibalisent, qu'ils en gagnent Ouais. chacun un. Que Army et Navy baissent de rythme, que Memphis et Tulane reperdent des matchs aussi. Enfin bref, il faut Bon, beaucoup de choses. Army et Navy, on en reparlera à la fin, mais Army et Navy, ils ont quand même la défaite Notre-Dame. probable hein, quand ils vont affronter Notre-Dame. Et encore, pour Chacun, moi, elle est pas donc, si probable que ça. Ils peuvent, franchement, Notre-Dame peut perdre un des deux matchs. Moi, je suis prêt à prendre le pari, mais bon. ouais, mais Notre-Dame, ils sont excellents en défense à la course. C'est vrai. Ils ont plein de problèmes cette année, mais c'est pas la défense le problème et la défense au sol non plus. Et donc, le truc, Laisse-moi c'est que rêver. Army, ils font pas. Enfin, Army et Navy surprennent pas. Non, mais. En vrai, je pense que les matchs seront serrés. Je pense que les matchs seront serrés. C'est possible. Alors, retournons en Sunbelt. Ouais. Il y avait c'est une rivalité, App State Marshall. Peut-être Marshall, les Mountaineers hein, qui ont probablement eu une semaine difficile hein, avec ce qui s'est passé en Caroline du Nord. Je sais pas comment ils ont fait pour s'entraîner, je sais pas comment ils ont fait pour faire des sessions vidéo, etc. Puis même en dehors de tout ce qui est entraînement. Boone fait. Ouais, genre, mentalement, ça doit être dur de s'y mettre, quoi. Il me semble que le campus est dévasté. Hein. Ah, Boone, c'est une des villes les plus touchées par cet ouragan. Donc, alors, ça va moins parler parce que ça va être moins médiatisé parce que c'est plus petit que la Nouvelle-Orléans et ce qui s'était passé avec Katrina, mais il y a des gens aux États-Unis qui disent que c'est de ce niveau-là la destruction qu'il y a eu dans cette région des Appalaches. Hein, donc ça va être, ils vont mettre des années à s'en remettre. Donc voilà, défaite pour eux 52-37. Ils n'ont pas démérité quand même malgré les conditions dans lesquelles ils doivent s'entraîner et même juste vivre en fait, hein, tout simplement. Donc défaite à Marshall 52-37. Joey Aguilar a lancé 2 touchdowns mais 2 interceptions pour les Mountaineers. Et en face, Braylon Braxton n'a pas beaucoup produit à la passe, mais il a été propre. 3 TD, 0 interception. Et surtout à la course, il a été très très bon avec 140 yards et 2 touchdowns à la course, plus du coup les 3 touchdowns qu'il a, et il a une centaine de yards à la passe. Donc bon match de la part de Braylon Braxton. Marshall qui a surtout dominé en seconde mi-temps. Dans le second quart-temps, pardon, avec un 21, avec 3 touchdowns de suite marqués, dont un pick six. Et App State qui a commencé la seconde mi-temps avec une interception, ce qui a plus ou moins enterré leurs espoirs, parce qu'après, derrière, ils ont couru après le score tout le match. Donc voilà, 2-3 pour App State, 3-2 pour Marshall, qui ouvre son compteur dans la Sun Belt pour App State. 2 défaites déjà. La finale de conférence s'éloigne, puisque quoique la Sun Belt est encore en... Est-ce que la Sun Belt n'est
Il y a encore des divisions. Je crois que la Sunbelt est la seule division à être la seule conférence à être encore avec des divisions. Donc, on sait qu'en division, tu peux, si tu es vraiment dans une division horrible, réussir à te faufiler. Quand il n'y a plus de division, c'est très compliqué de te faufiler en finale avec 2-3 défaites. Mais bon, on verra la suite. Mais en tout cas, déjà, je pense que l'essentiel est ailleurs pour Appalachian State en ce moment. Ouais. D'autres résultats, South Alabama, qui était une équipe qui avait impressionné offensivement lors des derniers matchs, défaite à Arkansas State 18-16 sur un field goal en fin de match pour les Red Wolves. Ouais, c'est les Red Wolves d'Arkansas State. Et puis Texas State, lui, retrouve la victoire face à Troy. Troy, début de saison qui se passe très mauvais début de saison pour les Troyans, qui digèrent très mal le départ de leur coaching staff, qui sont partis du côté de Tulane, si je dis pas de bêtises. De Tulane, oui. Et Tulane. donc c'est compliqué pour eux. Début de saison en 1-5. Texas State, eux, récupèrent leur première victoire en Sunbelt. De toute façon, maintenant, on va commencer à parler un peu des bilans de Sunbelt semaine après semaine, des bilans de conférence semaine après semaine, parce qu'on rentre vraiment en plein dans les calendriers de conférence. C'est là aussi que ça va être intéressant pour le Group of Five, puisque, on rappelle, la qualification passe par la victoire dans sa conférence. Tout à fait. On passe par la dernière conférence. On va faire vite fait les derniers résultats. Coastal Carolina qui s'est imposé contre Old Dominion 45-37. Bon début de saison de Shakespeare. Ouais, ils sont à 4-1, 1-0 en conférence. Et les Raging Cajuns qui se sont imposés à Southern Miss 23-13. Donc eux aussi ils sont à 4-1, 1-0 en Sunbelt. Donc mais voilà, la Sunbelt est assez ouverte, surtout avec cette défaite de James Madison, elle s'est quand même bien ouverte. Et ULM, James Madison et Louisiana qui sont tous les trois dans la même conférence, dans la même division. Donc ça va être tendu que de l'autre côté, Coastal Carolina semble avoir un chemin un peu plus tranquille, mais attention, on en est qu'au tout début de saison. La conférence USA, du coup, il n'y avait que 2 matchs ce week-end et il y a un match qui s'est joué hier puisque ça y est, la conférence USA commence ses matchs en semaine. À partir de cette semaine, ils vont jouer. Il y aura des matchs le mardi soir, enfin dans la nuit du mardi à mercredi, aussi le mercredi soir, des fois le jeudi aussi également. Il y avait 2 matchs ce week-end. Bon, on va revenir rapidement là-dessus. Sam Houston continue son super début de saison, victoire 41-21 à El Paso face à UTEP. Avec 138 yards et 2 touchdowns pour le running back de Sam Houston, DJ McKinney. Sam Houston qui fait une très belle deuxième saison en FBS. Et puis Jacksonville State, Jack State, qui l'emporte face à Kennesaw State, 63-24. Et avec un record dans ce match-là pour Jack State. Ouais, 8 touchdowns dans la course, donc c'est record de l'école. Donc 3 pour le quarterback Tyler Huff et 4 pour le running back Trey Stewart. Et d'ailleurs, vous aviez dit dans le podcast du Power 5 que tout l'Alabama avait perdu ce week-end. Et ben c'est pas vrai, Jacksonville State a gagné. Oui, c'est vrai. On les avait oubliés. C'est vrai que oui, Jacksonville State fait partie. N'est pas à Jacksonville en Floride, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, mais oui, c'est effectivement. C'est à Jacksonville, Alabama. D'ailleurs, c'était un duel Alabama-Géorgie. Ce match-up State est en Géorgie, dans la banlieue d'Atlanta, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est dans la métropole d'Atlanta. Il y a eu du coup un autre match du coup de conférence USA qui s'est joué hier soir. On va en parler aussi parce qu'il concerne Liberty. Ouais, les Flames, ils ont gagné en overtime, 31-24, donc ils ont eu chaud contre Florida International. Le joueur du match, pour une fois, ça n'a pas été le quarterback Slater, mais ça a été le running back Quinton Cooley, qui fait un énorme match, 29 portées, 174 yards de touchdown, donc c'est littéralement lui, il a porté l'équipe sur ses épaules sur ce match-là, parce que Salter ne fait que 125 yards à la passe avec un 9 sur 16. Et il fait 12 courses à 60 yards pour 2 touchdowns, mais bon, c'est un match gagné par Quinton Cooley principalement.
Ils ont eu chaud, Ouais. les Flames, et ça va pas dans ça va pas dans le bon sens pour eux parce que les Panthers sont à 2-4. Ils ont perdu contre une SCS, donc voilà, c'est. Ils ont eu chaud. Ils ont eu chaud, mais effectivement, là, c'est pas une belle victoire, quoi, clairement. C'est une pas une victoire. belle victoire. Ouais, mais entre ça, le match contre App State qui a été annulé, ça va être tendu pour Liberty pour mettre les playoffs. Ouais. Ils en sont loin, ils en sont vraiment très très loin. Clinton Cooley d'ailleurs qui fait un bon début de saison. Alors on a parlé des stats d'Alshon Genty à côté, donc forcément c'est compliqué, mais Cooley qui est déjà à 545 yards et 6 touchdowns en 5 matchs. Ouais, mais Donc il est quand même sur les bases de sa saison dernière où il avait fini à 1400 yards. Il est déjà bien parti. Il est déjà bien parti. Parce qu'il est à 100 yards par match. Il défie toute. Il est sur des bases pour aller battre un Barry des Sanders. records qui, moi, me semblait être un des records les plus impossibles à battre en CFB. Bon, sachant qu'en plus, Barry Sanders, il y a un match de moins dans ses stats parce qu'à l'époque, il comptait pas les balls dans les stats des joueurs. Donc, si on va chercher avec en plus le ball de Barry Sanders, il est à genre 39 touchdowns sur la saison à la course fin. Et en comptant ses touchdowns à la réception, il a marqué presque 40 touchdowns pour un joueur qui n'est pas un quarterback, c'est absolument ridicule. Voilà, on va parler des playoffs. On en a parlé un petit peu là avec Liberty. Boise, toujours sur le siège conducteur, classé 17e, donc là ça progresse bien. Et d'ailleurs, ils sont plus très loin du top 12. Ils sont plus très loin du top 12 et même, j'allais dire, si eux, ils emportent tous leurs matchs et que la Big 12 continue de s'entretuer, ils pourraient même avoir un first round bye. C'est pas complètement impossible. Et oui, puisque c'est les 4 meilleurs champions de conférence. C'est pas les 4 du Power 4 qui vont directement en first round. Pas qui passent le first round. C'est pas impossible pour les Broncos. Il y a un monde. Et même en fonction de comment se passent les autres conférences du Power 4, alors là, c'est beaucoup plus éloigné, mais il y a aussi un monde où il y a 2 équipes du Group of 5 qui seraient qualifiées en playoff. Ne nous enflammons pas, mais avec, par exemple, la Memphis qui remporte tout le reste de ses matchs, et la Big 12 qui s'entretue. Dans toutes les conférences, de toute façon, maintenant, c'est possible de s'entretuer. Même la CC qui peut... Oui, qui est pas très folle en plus. Aussi, qui est pas incroyable, qui peut envoyer peut-être qu'une seule équipe, on sait pas. Non, effectivement, Boise State, ils sont plus très loin du top 12. Et puis, il y a un gros match qui va arriver contre UNLV aussi bientôt, à la fin du mois, qui va faire un boost, forcément, s'ils le gagnent. Donc les Broncos sont les favoris pour aller en playoff. Et comme tu dis, ce serait incroyable qu'ils aient la first round, qu'ils passent déjà le premier tour directement en étant dans les 4 meilleurs champions de conférence. Mais c'est une possibilité qui est de plus en plus... on n'y est pas encore, mais c'est possible. Voilà. UNLV donc, a perdu son premier match, mais comme on disait, c'était un hors-conférence. Donc dans la Mountain West, tout est encore jouable pour remporter le titre. Army Navy... C'est un hors-conférence contre un Power 4 en overtime et un Power 4 qui a une chance de finir classé à la fin de la saison. Donc, c'est vraiment pas une défaite honteuse pour UNLV. C'est clair. Army Navy continue d'impressionner. Donc, à voir jusqu'où ils pourront aller. À voir avec les 2 matchs contre Notre-Dame, surtout. Mais encore une fois, ce seront des matchs hors conférence. Donc, ce match-là ne les empêchera pas d'aller en finale de conférence. Non, ça les empêchera pas. Mais par contre, sur ton CV, puisqu'il faut être la meilleure équipe, il faut être théoriquement la meilleure équipe, le meilleur champion du Group of 5. Par contre, s'il y en a un des 2 qui arrive à battre Notre-Dame, il passe Boise State. Je sais pas s'ils passent Boise State. Par contre, ils peuvent eux aussi passer la Big 12. Et on pourrait même être dans un cas où il y ait une des conférences du Power 4 qui ne qualifie même pas son champion en le cas est prévu. Forcément, puisque c'est pareil, les
c'est pas un spot automatique. Hein. Il y a aucun spot automatique puisque c'est les 4 champions des conférences les mieux classés qui sont en first round bye et c'est les 5 champions des conférences les mieux classés. Ouais. Non, c'est du coup, ce serait fou. Bon, on est encore loin. Il y a un scénario. Ce serait fou que ça arrive dans un college football qui essaye de plus en plus de protéger son power fort. Mais un Army ou un Navy, peut-être, je pencherais peut-être un peu plus sur Army avec la défense qu'ils ont montrée. Bon, le fait que tu tiennes la balle entre 35 et 40 minutes à chaque match, ça aide à pas prendre de points, mais Navy fait pareil et ils ont pris le double de points, pratiquement. Donc voilà, hein, peut-être Army, hein, un Army invaincu en ayant battu Notre-Dame. S'ils sont champions de conférence, qui battent soit Memphis ou qui battent 2 fois Navy d'affilée, attention. Attention, si jamais il y a la Big 12, tout le monde est à 2 défaites, qu'on s'est entretué, machin et tout. Il y a un monde. Il y a un monde, effectivement. Ensuite, Memphis ne jouait pas ce week-end. Memphis est toujours en embuscade. Hein, ils sont toujours dans la discussion parce que leur équipe reste impressionnante. Et puis Tulane était très impressionnant aussi pour ses débuts en match de conférence. Donc à voir aussi dans l'American. Je reste quand même sur un pronostic que la finale sera Tulane-Memphis début décembre. Pour le moment. Oui, il y aura un Tulane Navy d'ailleurs. Il y aura un Tulane Navy d'ailleurs en fin de saison qui sera très intéressant. Mais bon, pour l'instant, les leaders c'est Army et Navy. Et puis on en parle vite fait, mais c'est un très très long shot. C'est Toledo et Liberty qui sont dans la discussion pour remporter leur conférence. Mais honnêtement, il faut que toutes les équipes qu'on vient de citer chutent lourdement et même plusieurs fois pour qu'on commence à se dire que ce serait Toledo ou Liberty qui irait en playoff. Liberty avant Toledo, hein, comme ils seront probables, ils ont plus de, ils peuvent encore être invaincus alors que Toledo a déjà une défaite. Ouais, mais après voilà. Toledo a une victoire à Mississippi State alors que Liberty ne joue que des clowns sans vouloir manquer de respect à leurs adversaires, mais bon, ils ont le pire calendrier du college football. Mississippi State cette année, même dans le groupe of 5, même dans le groupe of 5, je suis pas sûr qu'ils vont chercher un bol. Hein, parce que franchement, le niveau de jeu affiché, moi je suis pas mal la sec en tant que fan de Texas A&M. Le niveau de jeu affiché, il est abyssal. Hein. C'est une catastrophe Mississippi State. Mais bon, ça c'est un problème pour l'autre podcast. C'est ça. Il y a des matchs à noter pour la Week 7. Donc Week 7 qui a déjà commencé du coup, puisqu'hier Liberty l'a emporté difficilement contre Florida International. Vendredi à 1h30, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, match très intéressant dans la Sun Belt avec James Madison qui reçoit Coastal Carolina. Les deux équipes sont en 4-1. James Madison vient de perdre en plus ce week-end, donc attention avec la réception des Chanticleers, ça va être un match très intéressant pour la suite de la Sunbelt. Samedi, dans la même division en plus. Hein. Ils sont tous les deux dans la même division. Hein, match très important. James Madison, hein. Donc très très important. Samedi, dans la nuit de vendredi à samedi donc à 1h du mat, Memphis qui se déplace à South Florida. Donc retour de Memphis aux affaires après la bye week. Samedi 18h, je l'ai noté juste pour que vous voyez Army rouler sur UAB. Je pense que vers 18h40, vous pourrez passer un autre match. Là je viens de porter en disant ça, je viens de porter l'œil à Army, mais bon, honnêtement, je pense que Army va battre UAB, mais regardez Army jouer à 18h. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les voir jouer cette année, regardez-les un petit peu parce que c'est des big plays explosifs à la course, c'est assez sympa à voir. Pas tout le match, hein, bien sûr, mais jetez un petit coup d'œil. Et puis, il n'y a pas d'autres matchs super intéressants dans le groupe of 5 à ce moment-là. J'en ai pas noté beaucoup à ce moment-là. Peut-être que tu peux en rajouter, toi, peut-être, de visu. Toledo Buffalo sur le 18h. Buffalo qui est correct sur ce début de saison. Toledo qui c'est important. Mais voilà, non, le slate de 18h pour le groupe of 5 est pas fou. Ouais, il est pas fou non plus à 21h30. Il n'y a pas des gros matchs. Il y a le Northern Illinois Bowling Green, si vous voulez voir un match de la MAC. Ah, attendez, le Memphis South Florida, il a été déplacé, pardon.
Et je viens de voir qu'il est à 21h30 samedi. Alors peut-être que Ouais. ça a un rapport avec l'ouragan Oui, qui passe oui, 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 actuellement oui, sur la oui. Floride. Oui, c'est sûr que c'est à cause de ça, parce que je sais aussi que les Buccaneers en NFL, ils sont partis de la région, ils sont partis s'entraîner ailleurs pour la semaine. Donc Parce c'est que tout ouais, à fait possible. c'est un des plus gros ouragans de l'histoire d'ailleurs, qui va passer sur la Floride demain, si je dis pas de bêtises, sur la région de Tampa Bay et d'Orlando, donc le milieu de la Floride, enfin le nord. Et, et potentiellement toujours jusqu'au vendredi. Hein, Donc ouais, le voilà. match devait être vendredi soir, mais finalement il sera à 21h30 samedi. Bah voilà, un match du Group of Five intéressant pour le slate de 21h30. Ensuite, dans la nuit, pour ceux qui veulent voir, il y aura Fresno State qui recevra Washington State. Match sympa, à 1h Ouais, du matin. les Cougars en retour de bye week. Mm. Et Donc Fresno State qui est une belle équipe de Group of Five qui est accrocheuse, donc ce sera un match intéressant. bon après, vu les deux affiches du Power 5, du Power Oui, 4 qu'il y a, mais c'est à 1h30 ces affiches-là. Donc oui, donc si vous voulez le regarder petit apéro. le petit apéro avant le feu d'artifice. Ouais, ça va être fou. Hein. 1h30, Ohio State, Oregon et Ole Miss, LSU. Et puis à 5h du mat, donc à la fin des deux matchs dont on vient de parler, si vous n'êtes pas encore rassasié de college football, il y aura Boise State qui se déplacera à Hawaï. Voilà le match hawaïen du week-end à 5h du matin pour nous, heure française. Boise State, déplacement à Hawaï. Bon, normalement, ça devrait bien se passer pour Boise State, mais on sait que les déplacements à Hawaï sont parfois des pièges en montée ouest. C'est un long déplacement Ouais, c'est un parce très long que déplacement. même si Hawaï, ils sont proches de la côte ouest, il y a quand même, je crois qu'il y a quand même 3000 km en avion, donc ça reste Non, un c'est... gros déplacement. Et si je... Est-ce que Hawaii Boise State, c'est un match de rivalité ou pas? Parce que je sais qu'ils ont Bon, je des... pense pas. Hawaii a des rivalités un peu bizarres. Ils ont une rivalité avec Wyoming, par exemple. C'est pour ça que je demande, mais non, en fait, il n'y a pas de rivalité entre les deux équipes. Bon, ça, je Surtout dis, que c'est un Boise, match à 5h du mat, mais ça se trouve, si vous vous levez à 8h, le match aura encore lieu. Sera encore ah, en si cours. vous levez à 8 heures, si vous levez à 8 heures, il y a une chance de voir la fin du match. Bon, même si il y a des chances que ce soit pas très intéressant. Mais il y a même des chances que Genty ne joue plus. Oui, voilà, à ce moment-là, Genty il aura peut-être déjà pris sa douche. C'est ça. Mais voilà, bon bah finalement on a fait 1 heure sur cette semaine de Group of Five. On avait dit qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Finalement, il y avait quand même des choses à dire. Il y a toujours des choses à dire de toute façon dans le college football. Voilà pour donc cette semaine de Group of Five. La course va s'intensifier et on va commencer à y voir plus clair maintenant que les matchs de conférence arrivent en balle chaque week-end. Ça va être vraiment cool. Tout simplement, voilà, je sais pas comment finir ce podcast si ce n'est que n'hésitez pas à suivre The Trick Play Podcast sur Twitter, sur SoundCloud, Spotify, YouTube. N'hésitez pas aussi à suivre Geoffrey sur Twitter, enfin Texas A&M France, non, c'est toi qui À Guise FR, et Aguise après, FR. c'est Lose l'autre. Mais surtout, il y a aussi le 1-2-6, hein, le samedi sur Twitch. Ouais. Et le petit podcast Ivy League de Baptiste. Donc, Et allez écouter tout ça. et les vidéos Trick Play Palette. Il y en a une sympa sur le Shem Gap qui est sorti cette semaine ou la semaine dernière. Kevin qui a sorti une vidéo sur le Shem Gap. Donc voilà. Si vous voulez en apprendre plus sur le jeu, c'est vers les TT Palette qu'il faut se dérouger. Et au revoir à tous et à bientôt. À bientôt tout le monde. Ciao ciao. Ben voilà, parfait.